Le gouvernement du Bénin a amorcé le processus pour faire évoluer la situation des proches des victimes en mission commandée. Un projet de loi portant régime de prise en charge et de protection a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Construire un avenir équilibré pour toutes les vies, c'est le terme de la 29e édition de la Journée internationale de la biodiversité. Quels sont les bienfaits de la vie de l'être humain et comment la sauvegarder? Élément de réponse dans un instant. Au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr n'est plus ministre de la Santé. Il a été limogé ce jeudi suite à la mort de 11 nouveau-nés dans l'incendie d'un hôpital de la ville de Tivaouane. Mesdames, Messieurs, un réel plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Bienvenue à vous. La législation en vigueur ne prévoit que l'octroi d'une somme symbolique en guise de frais d'obsèques des victimes ayant perdu leur vie dans les missions de sécurisation et de la défense de la nation. En Conseil des ministres de ce mercredi 25 mai 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a amorcé le processus pour faire évoluer cette situation. Un projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Appréciation des citoyens dans cet élément de Romaric Dossa. Les mineurs jusqu'à 21 ans, regardez aujourd'hui, si le président de la République prend cette décision, elle est salutaire. Mais par le passé, on s'occupait simplement des obsèques de ceux qui sont morts sur le champ. Si ce monsieur, ce président de la République aujourd'hui va plus loin, je suppose qu'un enfant a aujourd'hui 1 an, pendant 21 ans, c'est du social pendant 21 ans. Imagine si c'est 100, 300, 400 policiers qui ont chacun un enfant pendant 21 ans. Je pense que c'est du vrai social et j'encourage le chef de l'État à aller plus loin. Désormais, ça sécurise un peu les forces armées. Un militaire, un policier qui va à une mission, qui perd sa vie, et sa progéniture, son arrière n'est pas assuré. Aujourd'hui, le gouvernement veut créer un véritable cas juridique qui prendra en compte ceux-là. Ça, c'est un ouf de soulagement. À côté de ça, il est allé loin. Le gouvernement est allé loin au point où on veut prendre en compte les civils qui seront victimes dans ces situations. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose qu'on applaudit. Mais moi, ma crainte à ce niveau, en ces dernières années, à l'avènement de la rupture, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gaffes, beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que la loi serait rétroactive? Surtout par rapport aux événements qui se sont passés pendant la période électorale passée où beaucoup étaient décédés et consorts. La loi prendra en compte cela. C'est vrai qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais dans le lot des cas, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de morts parmi les militaires, ceux qui étaient, bref, au front. Et donc, si cette loi-là peut également les rattraper dans le passé, ça va être forcément le bonheur pour les Béninois. Je sais que le président Patrice Talon, il le fera. Attaque des djihadistes. Je sais que le gouvernement y met beaucoup de moyens. On ne peut que garder patience et modération et avec le temps, ils pourront circoncire ce mal qui nous a assaillis. C'est difficile de finir avec ces gens-là. Mais le gouvernement, on ne dira pas que le gouvernement ne fait pas des efforts. Ils font des efforts louables. Surtout qu'avec cette nouvelle loi, ce projet de loi qui est en vue maintenant, ça va beaucoup plus galvaniser les hommes en uniforme. Il revient maintenant aux honorables députés à l'Assemblée nationale de checker, de fouiller et de voir la justesse même de cette décision-là pour le bonheur de nos militaires morts au front, de nos policiers, ainsi de suite. Ce mercredi 25 mai 2022, au camp Guézo à Cotonou, la plus importante garnison du pays, le Bénin a rendu hommage à ses 5 soldats tombés le 11 avril dernier, après avoir sauté sur une mine artisanale dans le parc de la Pendjari. La cérémonie présidée par la vice-présidente de la République du Bénin s'est déroulée en présence de la haute hiérarchie militaire, des ministres et quelques centaines de personnes, dont les familles des victimes. Romaric Dossa pour le reportage.
Hommage aux 5 soldats béninois tombés sur le champ d'honneur le 11 avril dernier. Ils ont été foudroyés par une mine artisanale dans le parc Pandjari. Des militaires qui ont fait leur preuve sur plusieurs théâtres de crise, dont le Tchad, le Mali, le Congo et la Côte d'Ivoire. Ambiance lourde et protocolaire. Une mort de héros qui fait honneur à notre armée, à notre drapeau et à notre nation. Soyez rassurés, chers camarades. C'est vrai, dame, que le sort de ceux que vous avez laissés ne sera pas laissé pour compte. Les mesures nécessaires seront prises pour accompagner vos différentes progénitures. Face à ce qui est arrivé, 1001 pensées, interrogations, comparaisons m'ont assailli, interpellé, ébranlé. Mais au-delà de tout, la seule vérité qu'il me plaît de partager avec vous, dans la douleur de leur absence, c'est que devant la patrie en danger, toutes les familles, je dis bien toutes les familles béninoises, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, sans distinction aucune d'ethnie, de statut, de conviction sont concernés par l'effort de guerre. Tous les citoyens également. Nul ne doit s'y dérober. Le Bénin, c'est clair maintenant, est en guerre contre le terrorisme. C'est aussi l'occasion pour la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin de saluer la bravoure de ces Béninois. Ces martyrs semblent laisser un message. Vous rappelez à tous le devoir que personne ne doit ignorer, banaliser ou fuir l'autodéfense de la patrie. C'est à nous, Béninois, et à nous surtout qu'incombe la défense, la sécurité, la sûreté de notre pays. C'est à nous qu'incombe sa vie, son éternité. Tombez, chers martyrs, vous rappelez à ceux que vous laissez, vos frères d'âme, les autres citoyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, que rien n'est définitivement acquis dans le monde d'aujourd'hui. Que la liberté et la sécurité se conservent dangereusement et en permanence face à toutes sortes de risques, au prix de hautes luttes, au prix de la vie. Tombez, vous montrez à tous que dans l'histoire des nations, les citoyens n'ont pas tous la même vocation, le même rôle, le même destin. Vous avez été nos boucliers. C'est pourquoi la nation béninoise, pour cet ultime don de soi, vous est reconnaissante. La vice-présidente de la République décerne à chacun le titre de commandeur de l'Ordre national en épinglant sur le coussin posé devant chaque portrait une médaille. Aux orphelins et aux veuves, l'État s'est engagé à les prendre en charge. Je l'annonçais également en titre, la 29e édition de la Journée internationale de la biodiversité a été célébrée le 22 mai dernier autour du thème « Construire un avenir équilibré pour toutes les vies ». Que signifie la biodiversité? Quels sont donc ses bienfaits dans la vie d'un être humain? Et comment la sauvegarder? Les réponses à ces interrogations se retrouvent dans cet élément réalisé par nos collègues de l'antenne régionale Moudoukoufou. Regardez. La biodiversité désigne la variabilité des éléments constitutifs du vivant. En clair, elle représente l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur Terre. C'est comme on dit par rapport à l'homme, que Dieu ne crée jamais la même personne deux fois. Donc Dieu lui-même, en créant, il met une diversité parmi les genres. Donc la diversité, c'est tout ce qui est vivant dans tous les genres de vie. Tout ce qu'il y a de vie, et on peut constater, c'est ça la biodiversité. La biodiversité apparaît donc comme un trésor inouï au cœur de la survie de l'homme. L'homme tire tous ses profits de la nature. Vous savez, on ne mange pas le fer, on ne mange pas le diamant. L'homme a donné de la valeur à cela, mais l'homme mange au quotidien des ressources qui ont poussé sur la terre. Ça permet de vivre dans un environnement sain, dans un environnement vivable. Vous imaginez, là où nous sommes là, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'arbres. Et ça fait que nous sommes à l'aise d'être ici. Si on coupe ces arbres-là, c'est le soleil qui va nous frapper sur la tête. Et on va se sentir, on va commencer par transpirer et on va commencer par regarder l'heure pour partir. Depuis plusieurs années, la biodiversité, cette richesse
que la Providence a mis à la disposition de l'être humain se trouve menacée avec pour corollaire des désagréments qui doivent susciter un changement de paradigme. Je vous dis aujourd'hui, avec les pesticides des consorts, il y a beaucoup de plantes qui disparaissent. Or, on a besoin de ces plantes-là pour nous soigner, pour nous nourrir. Même des légumes qu'on retrouvait naturellement dans la nature sont en train de disparaître. Parce qu'on veut réhabiliter le sol, on utilise des produits chimiques. Mais on ne fait pas attention que ces produits chimiques détruisent les vers de terre. On ne fait pas attention que ces produits chimiques détruisent d'autres formes de biodiversité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il pleut, les résidus de ces produits vont contaminer les cours d'eau. Ça contamine les poissons. Et l'homme mange les poissons et après l'homme a des problèmes de santé. Mais c'est que si l'homme n'a pas pris conscience que c'est son mauvais comportement qui fait qu'il y a plus de cancer, il y a plus de maladies non curables et l'homme continue à agir comme ça, c'est que rien ne marchera. Il faut une éducation, il faut une sensibilisation, il faut des communications. Et ça c'est très important, que ce soit dans les écoles, dans les centres de formation, dans les églises et partout. Le 22 mai de chaque année, la biodiversité a toujours été au cœur des réflexions. Pour cette 29e édition, le thème choisi s'intitule « Construire un avenir équilibré pour toutes les vies ». Un thème qui est évocateur. Il ne faut pas qu'une espèce écrase les autres. Vous voyez, il faut qu'au contraire, les humains comprennent qu'ils doivent harmoniser leurs rapports tant avec les plantes qu'avec les animaux. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre équilibré. Au regard de tout ce qui précède, la sauvegarde de la biodiversité s'avère primordiale. Il revient alors à chacun d'adopter de bons comportements envers les espèces naturelles, de quoi garantir une existence durable à toute l'humanité. L'apparition des règles génère beaucoup de questions chez la jeune fille devenue femme. Cette étape primordiale dans la vie de l'adolescente attire l'attention de ses parents, de la mère en particulier également, celle de son entourage. Quelle attitude doit-elle, la jeune fille bien sûr, adopter pour une bonne hygiène menstruelle? Réponse dans ce reportage signé Denise Betolampé. La femme en menstruée s'entretient. Elle se doit d'être propre et d'observer absolument des règles d'hygiène strictes. Concernant l'hygiène, il faut que la jeune fille ait l'habitude de se changer. Peut-être dans une journée, elle peut se changer 2 fois ou 3 fois si possible. Ne pas garder une seule couche toute la journée, non, ce n'est pas propre. Elle doit souvent se laver aussi pour se sentir à l'aise là-dedans. Pour une bonne hygiène sanitaire, les méthodes diffèrent d'une femme à une autre. Je prends le citron, je coupe le citron en 2. Là, je passe d'abord avant d'aller dans la douche pour laver. Donc, j'ai aussi un déodorant là. Le déodorant, je verse ça dans mon lot. Donc, je prends mon lot et genre, la quantité que je peux dire que ça me va, ça me suffit, je peux finir. Donc je mets le déodorant dedans et puis je lave. Parce que tu ne peux pas être en menstrue maintenant et passer sur quelqu'un, mais la personne va dire, cette fille-là, elle a cette odeur sur elle. Des fois, on utilise nos couches traditionnelles, les pagnes. Et il y a aussi des couches à jeter. Je conseille surtout aux filles, quand ils sont à la maison, d'utiliser les pagnes. Là, on se sent à l'aise. En cas de non-respect de ces mesures, les femmes peuvent être exposées aux infections sexuellement transmissibles. Quant à l'endroit des filles, les garnitures non seulement doivent être aseptiques propres, mais doivent être changées entre 4 et 6 heures de temps au maximum. Garder sa zone intime très propre, toujours pour éviter les infections, mais être aussi à l'aise. Parce que si on ne garde pas la zone intime propre, quand elle va s'asseoir, la fille va s'asseoir à côté du garçon, il y aura des odeurs qui vont se dégager. Vivement que les parents prennent au sérieux l'éducation sur la santé sexuelle des jeunes filles en vue de limiter les désagréments. Et puis dans le reste du monde, en interactualité au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a par un décret limogé le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.
suite à un incendie survenu à l'hôpital Mame Diouf Aziz. Il a été remplacé par Dr Marie Ndiagne, jusque-là directrice générale de la santé. Ce drame intervient dans un contexte où les catastrophes sanitaires se multiplient dans le pays, ternissant l'image du secteur sanitaire et de la politique sociale du gouvernement du président Macky Sall. Reportage. Le président sénégalais a limogé jeudi son ministre de la Santé. Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas survécu à la mort mercredi de 11 nouveau-nés dans l'incendie d'un hôpital. Peu avant son limogeage, le désormais ex-ministre faisait part de la décision prise par le chef de l'État sénégalais après ce drame. A décidé de 3 jours de deuil national. Partager aussi la douleur avec le khalife général de Tidiane et tout Tivaouane, mais partager la douleur avec le peuple sénégalais. La mort des nouveau-nés de Tivaouane est un drame de trop pour des Sénégalais qui étaient déjà sous le choc après le décès en avril dernier d'Astou Sokna, 34 ans, enceinte de 9 mois, après ce que ses proches décrivent comme une longue agonie et un déni de soins. Alors qu'en avril 2021, 4 nouveau-nés périssaient au service de néonatologie de l'hôpital Magatlo dans le Nord, signe de la précarité du secteur. Au Sénégal, la part du budget national consacré à la santé est faible, environ 8%. La mort de 11 bébés dans l'incendie qui a ravagé l'unité néonatale a semé la détresse parmi les proches et la consternation au Sénégal. Les habitants de la ville de Tivaouane et plus particulièrement les parents ayant perdu un bébé dans l'incendie survenu dans l'enceinte de l'hôpital public de la ville sont dévastés. Reportage. Consternation, incompréhension et colère sont les maîtres mots qui animent les habitants de la ville de Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal, et plus particulièrement les parents ayant perdu un bébé dans l'incendie survenu mercredi nuit dans l'enceinte de l'hôpital public de la ville. Nous avons été informés qu'il y avait un incendie à l'hôpital de Tivaouane et ma nièce avait un bébé ici. Nous sommes venus nous enquérir de la situation, mais depuis ce matin, nous n'avons pu joindre aucun responsable. C'est après que de nombreux parents ont commencé à se plaindre que le directeur de l'hôpital nous a dit que notre bébé avait été consumé par le feu. 3 bébés ont été sauvés selon le maire de Tivaouane, Demba Diop, mais 11 autres ont perdu la vie dans l'incendie causé par un court-circuit. Le feu s'est propagé très vite dans une salle où les nouveau-nés étaient réunis selon les sources. Dans leur détresse, les parents n'ont pas été autorisés à récupérer les dépouilles. Nous voulions récupérer les corps des bébés, mais le directeur de l'hôpital nous a dit que c'était impossible, car une enquête est en cours et c'est au procureur de prendre des décisions. Toute la population est dévastée par ce qui vient de se passer dans cet hôpital. En avril 2021 déjà, 4 nouveau-nés avaient péri dans un incendie à Linguer, dans le nord du pays. Le maire de la ville avait évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité. Et restons toujours au Sénégal avec son président, le président Macky Sall, qui a été reçu par son homologue angolais, João Lourenço, au palais présidentiel de Luanda. Les 2 chefs d'État ont parlé d'une seule voix pour demander une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les intérêts du continent africain soient davantage considérés. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu par son homologue angolais João Lourenço au palais présidentiel de Luanda. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État sénégalais dans le pays. Ce séjour officiel intervient dans le cadre du renforcement des relations amicales entre le Sénégal et l'Angola, dans la lignée de l'ouverture d'une ambassade angolaise à Dakar. Les 2 chefs d'État ont parlé d'une seule voix pour demander une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que les intérêts du continent africain soient davantage considérés. La rencontre a également été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération avec un accent sur le partenariat pour l'exploration pétrolière. Le président Macky Sall a également annoncé qu'il allait suivre l'exemple angolais et ouvrir une ambassade du Sénégal à Luanda. Invité par son homologue angolais, le président Macky Sall, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, devrait intervenir à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale.
Le président italien Sergio Mattarella a reçu ce jeudi 26 mai 2022 le président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid en visite d'État en Italie. L'occasion de resserrer les liens entre les deux pays en matière de livraison de gaz et d'électricité. Visite d'État en Italie pour Abdelmadjid Tebboune. À Rome, le président algérien a rencontré son homologue Sergio Mattarella. L'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer leur accord sur l'augmentation des fournitures de gaz par l'Algérie. La troisième économie de la zone euro est fortement dépendante du gaz russe, mais elle cherche de nouvelles sources d'approvisionnement depuis la guerre en Ukraine. Nous sommes reconnaissants à l'Algérie des efforts qu'elle déploie pour renforcer cette collaboration, comme nous l'avons constaté ces derniers mois. Notre coopération énergétique s'étend naturellement aussi à la coopération dans le domaine de la transition écologique. Chaque fois que la production augmentera, nous serons en mesure de la fournir à l'Italie, qui pourra ensuite l'envoyer au reste de l'Europe. En ce qui concerne l'électricité, nous avons convenu avec nos amis italiens de mettre en place un câble sous-marin de l'Algérie vers l'Italie. L'Italie importe 95% du gaz qu'elle consomme, dont environ 40% provient de Russie. L'Algérie, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Italie, est son deuxième fournisseur de gaz. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.